Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce matin. Donc, à mon tour, et ma tâche dans ces prochaines minutes va être de vous parler donc d'économie mondiale. Donc, je vais essayer de pas trop rafraîchir l'ambiance dans ce contexte géopolitique mouvementé. Ces incertitudes qui montent depuis plusieurs années, mais avec une franche accélération ces derniers mois. Bon, il n'y a pas que du négatif à l'international aussi. Denis l'a mentionné tout à l'heure et a dévoilé quelques trends pas trop négatifs. Je vais aussi en parler, mais je vais garder le meilleur pour la fin et je vais plutôt commencer mon propos par les risques, puisque c'est quand même quelque chose qui pose évidemment question, cette ambiance géopolitique complexe et ces tensions commerciales avec une actualité qui s'est franchement accélérée donc, depuis le début de l'année et depuis la prise de manette de cette nouvelle administration Trump. Alors pour parler des risques, je voulais commencer juste par un petit rappel pour vous dire à quel point c'est une donne qui évidemment, ça ne va pas vous surprendre, mais pèse sur disons les projections des dirigeants d'entreprise. Donc nous, chez BPI France, on interroge régulièrement les PME, ETI françaises. On a même chaque début d'année un baromètre de l'export. Et on pose la question à un panel de PME, comment elles se projettent à l'international sur l'année qui s'amorce, quelles sont leurs perspectives, les zones géographiques de développement attendues, mais aussi les freins et les risques. Et ce que vous avez ici représenté, c'est un peu une synthèse des principaux risques ressentis par les PME. Alors là, il faut se placer dans le contexte d'il y a 6 mois, donc on l'a publié début janvier, ça veut dire que l'interrogation était fin 2024. Et vous voyez que déjà, peu importe la zone vers laquelle ces PME souhaitaient se tourner, il y avait 2 risques principaux qui ressortaient quasiment systématiquement dans le trio de tête. Ce sont, ce que vous pouvez voir sur le graphique ici, les tensions géopolitiques et commerciales. Alors c'est vrai que la hiérarchie peut changer selon les zones. Vous voyez par exemple en Afrique, le risque de non-paiement est une donne non négligeable. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un risque pour les autres zones, mais en tout cas, il n'est pas dans le trio de tête ailleurs. Voilà, donc on le voit, donc un contexte qui prête à l'inquiétude, et évidemment, donc ça c'était la situation à 6 mois, et on ne peut pas dire que l'actualité des 6 derniers mois ait apaisé ces inquiétudes. Alors justement, pour parler de l'actualité de ces 6 derniers mois, évidemment, ce qui domine, c'est ce qui se passe du côté des États-Unis, avec une politique commerciale qui s'est considérablement durcie, mais aussi avec une lisibilité pas si facile à obtenir, tant on a assisté à une succession d'annonces, contre-annonces, mises entre parenthèses de décisions. Et donc là, on a essayé de faire l'effort de vous trouver un graphique qui essaie à peu près de résumer la situation vue d'aujourd'hui. C'est le graphique de gauche qui représente le taux moyen de droits de douane aux États-Unis compte tenu des décisions prises de manière effective. Alors qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit ce graphique sur la gauche? Je pense qu'il y a 2 messages. Le premier message est que quand vous voyez le point de départ d'il y a 6 mois et le point d'arrivée, qui est aujourd'hui en juin, on a quelque part après Liberation Day et la mise entre parenthèses de ces fameuses annonces Liberation Day qui avaient provoqué la sidération, une certaine forme de soulagement. On s'est dit, ok, les tarifs les plus extrêmes sont mis entre parenthèses, on entre dans une phase de négociation, tout va à peu près bien. Bon, tout va à peu près bien, mais le fait est qu'aujourd'hui, avec ce qui est actuellement mis en place, on est sur des droits de douane moyens aux États-Unis, entre 15 et 20%, si on prend la structure d'importation des États-Unis de l'année dernière, contre 3% il y a à peu près 6 mois. Donc c'est vraiment un choc significatif. 15 à 20%, on ne l'a pas connu depuis il y a près d'un siècle. C'est au pic du protectionnisme américain des années 30 qu'on avait un niveau aussi significatif. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a un choc en cours du côté des États-Unis par les droits de douane aujourd'hui effectivement mis en place. Et pour s'en convaincre, vous avez ce graphique à droite qui vous montre les recettes douanières
aux États-Unis, et donc qui ont, à la suite de ces annonces, eh bien, se sont envolés, notamment avec un pic sur le mois de mai. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est un impact, même s'il y a beaucoup de choses encore en négociation, pour le moment c'est un impact significatif. Et donc une taxe payée par les Américains, les importateurs américains, et in fine les consommateurs américains. Donc c'est un choc fiscal significatif. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand vous voyez l'allure de la courbe, elle n'est pas très droite. Il y a des hauts, des bas. Voilà. Donc tout ça traduit quoi? Traduit une très forte incertitude, qui est aussi voilà, l'autre revers de la médaille de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. On ne sait pas très bien aujourd'hui où vont atterrir les choses. Il y a des optimistes qui pensent qu'on va revenir un petit peu en arrière. Pour l'Europe, c'est ce qu'on espère d'une façon ou d'une autre après le 9 juillet. D'autres pensent qu'on pourrait tout à fait voir se redurcir cette politique commerciale. Bref, nous, on n'en sait évidemment rien, mais en tout cas, voilà, le contexte fait qu'on est dans une phase d'incertitude très forte. Et donc, évidemment, ça aussi, c'est pénalisant pour les entreprises qui interagissent avec le marché américain. Donc, on a fait l'effort de vous rappeler l'état des lieux aujourd'hui concernant les entreprises européennes. Donc, on est à 10% de droits de douane hors tarifs sectoriels plus importants aujourd'hui sur l'acier et l'aluminium et les produits du secteur automobile. Alors, quel impact tout ça peut avoir ? Le premier impact attendu, il est avant tout pour l'économie américaine. Ces décisions, pour nous, c'est vraiment une balle dans le pied que se tirent les Américains, qui tirent plutôt sur leur économie. Bon, on ne parle pas de scénario nécessairement de récession qui arriverait à la suite de ces décisions. Il faut se souvenir d'où vient l'économie américaine, d'une tendance remarquable ces 2-3 dernières années à la sortie du Covid. Donc évidemment, cette dynamique va être entamée. Mais voilà, les États-Unis avaient quand même un petit peu de marge. Aujourd'hui, ce qu'on voit depuis le début de l'année, il y a une certaine résilience de fait de cette dynamique passée de l'économie américaine. Vous voyez toujours un marché de l'emploi solide. Il y a eu des chiffres d'activité malgré tout solides sur les 3 premiers mois. Mais néanmoins, on voit la confiance qui commence à s'étioler des deux côtés de ce qui faisait les piliers de la dynamique américaine de ces dernières années. À gauche, ce que vous avez illustré, c'est des indicateurs à haute fréquence de confiance des ménages. Ça, c'est le vrai pilier du dynamisme américain, les ménages, la consommation des ménages américaines qui a porté la dynamique post-Covid. Et vous voyez que l'indicateur de confiance en violet a quand même singulièrement baissé depuis le début de l'année, avec cette courbe en bleu qui remonte, sont les anticipations d'inflation. Et à raison quand on voit le choc qui commence à se matérialiser en termes de droits de douane, puisque une partie de cette taxe va inévitablement se finir en prix à la consommation plus important. L'autre élément, c'est ce contexte d'incertitude qui, lui, va peser sur les décisions des entreprises. Alors, les États-Unis sortent d'une dynamique extrêmement puissante d'investissement, en particulier dans l'industrie. Ça, c'était pendant les années Biden, ce que vous voyez représenté sur le graphique de droite. Dopé évidemment au plan de soutien, l'Inflation Reduction Act, le CHIPS Act, qui ont mis beaucoup d'argent, beaucoup de subventions pour développer les capacités manufacturières américaines, avec aussi beaucoup d'attraction des investissements étrangers portés par l'espérance de rendement au vu du dynamisme de l'économie américaine. Et on voit là aussi que on voit sur ce graphique qu'on atteint un petit peu un plateau. Et avec ce contexte d'incertitude, eh bien, il y a des chances aussi que cette dynamique très positive jusqu'à présent eh bien, commence à ralentir un petit peu. Voilà, donc perte de confiance qui commence à se matérialiser du côté de l'économie américaine. Cette perte de confiance, elle se voit aussi sur les marchés, et là aussi avec des conséquences importantes pour les exportateurs, puisque ça joue en particulier sur les taux et sur les marchés des changes. Vous voyez ici, là, donc on a pris l'euro-dollar, on a assisté globalement à une dépréciation assez générale de la monnaie américaine par rapport à l'ensemble des devises, en particulier de l'euro depuis 6 mois. C'est quelque chose qui était
pas vraiment attendu, même quand on connaissait initialement le programme de Trump de relèvement des droits de douane. D'ailleurs, même son secrétaire au Trésor disait que des droits de douane allaient plutôt renforcer le dollar. Hein. La théorie va plutôt dans ce sens. Vous relevez vos droits de douane, vous avez plus d'inflation, plus de taux, donc plus de capitaux vont aller chez vous, et donc ça compense en partie les droits de douane en renforçant votre taux de change. Bon, vous voyez que c'est l'inverse qui s'est passé. Et ça traduit quoi? Ça traduit une perte, encore une fois, de confiance dans la solidité de l'économie américaine face à l'incertitude sur cette politique économique. Et donc, ça s'est traduit donc par un taux de change qui a pris à peu près 15% depuis le début de l'année, même si on regarde par rapport à la moyenne 2023-2024, ça représente une appréciation un peu plus modérée. La perte de confiance, elle se lie aussi sur les taux longs américains, avec plus que d'ailleurs les droits de douane, aussi l'orientation fiscale prise par l'administration Trump, qui pèse aujourd'hui sur les taux longs, avec des effets de contagion sur les taux européens. Alors ça, c'est pour illustrer un petit peu les conséquences avant tout négatives sur l'économie américaine. Quel impact on peut attendre de tout ça dans le reste du monde? L'impact, il est loin d'être homogène. Hein. Là, une petite illustration par rapport à la seule politique commerciale. Vous avez à gauche une illustration du degré d'exposition des différentes zones géographiques de la planète par rapport aux droits de douane annoncés par l'administration américaine. En jaune, ce sont les droits de douane qui existaient il y a 6 mois, au début de l'administration Trump, avant le début de ces annonces. En rouge, vous avez la version la plus extrême qui a été proposée début avril lors du Liberation Day, et en gris, les taux de droits de douane effectifs qui prévalent aujourd'hui dans cette phase de négociation généralisée. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, comme je vous ai dit, les impacts vont pas du tout être les mêmes selon les zones géographiques. Je dis en premier lieu, c'est un impact négatif pour l'économie américaine. C'est aussi un impact très négatif pour les économies les plus intégrées aux États-Unis, donc notamment Mexique, Canada. La Chine, bien entendu, du simple fait du niveau des droits de douane proposés, qui sont carrément punitifs. Mais on voit qu'en revanche, dans les autres zones géographiques, l'impact attendu est beaucoup plus modéré. Dans beaucoup de zones d'Afrique, au Moyen-Orient, Afrique du Nord et Amérique latine. Donc voilà, malgré des inquiétudes qui sont généralisées, on a quand même des impacts qui vont être beaucoup plus modérés dans un certain nombre de zones. Et d'ailleurs, à droite, pour illustrer aussi un petit peu le degré de confiance dans la solidité du monde émergent face à cette politique commerciale assez agressive des États-Unis. Vous avez sur le graphique de droite les flux de capitaux entrant, sortant aux émergents. Quand les barres vont en bas, c'est des sorties de capitaux du monde émergent, donc plutôt, qui se rapatrient plutôt sur la zone dollar aux États-Unis. Et inversement, en haut, c'est plutôt des entrées de capitaux. À l'arrivée de Donald Trump, fuite des capitaux. Donc là, on était au pic de l'optimisme pour les États-Unis. D'ailleurs, les marchés s'étaient envolés à la suite de l'élection de Donald Trump. Non pas que les gens croyaient que toutes ces mesures annoncées allaient avoir un impact positif pour les États-Unis, mais ils pensaient plutôt qu'il serait incapable justement d'appliquer son programme compte tenu des effets négatifs qu'on pouvait attendre avec tout ça. Et puis, force est de constater qu'ils ont fini par déchanter avec ce que nous a proposé l'administration Trump ces derniers mois. Donc, tout ça pour dire que donc il y a eu un rebasculement. La perte de confiance aux États-Unis, c'est aussi un facteur de stabilisation pour les conditions financières du monde émergent. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Bon, j'ai beaucoup parlé des États-Unis. C'est vrai qu'ils ont dominé l'actualité. Il n'y a pas que ça en termes de risque. L'histoire récente en est la preuve, avec un contexte géopolitique mondial très agité, en particulier au Moyen-Orient. Alors, tiens, là, donc ça, c'est une courbe qui n'a pas été actualisée. Bon, le sujet, évidemment, pour le Moyen-Orient, en tout cas en termes de conséquences pour l'économie mondiale, c'est les conséquences en termes de prix du pétrole, compte tenu de l'importance de la zone géographique dans la production.
on a aujourd'hui, en réalité, si on avait un graphique parfaitement actualisé, on est redescendu en dessous des 70 dollars. Hein. Donc ici, plus de peur que de mal, en tout cas pour l'instant. Les marchés ont été relativement sereins, hein, malgré là aussi un contexte quand même de surprise avec ce qui s'est passé dans la région ces derniers jours. Mais finalement, en tout cas à ce stade, un impact limité. Étant entendu que le risque d'escalade aujourd'hui n'est pas du tout dans les scénarios centraux des marchés. Bon, il y a quand même une volatilité dans la région, donc c'est un point à surveiller. Il faut aussi savoir que tout ça arrive dans un contexte où le marché du pétrole aujourd'hui est plutôt déséquilibré du côté de l'offre, et ça explique aussi que l'envolée très temporaire du baril de pétrole a été relativement limité et redescendu assez vite. Donc aujourd'hui, entre 65 et 70 dollars. Donc jusqu'ici, on va dire, tout va bien de ce côté-là, mais gardons quand même un œil sur ce qui se passe dans cette zone. Alors, je vous avais dit qu'il y avait aussi des nouvelles pas si négatives que ça, même si on en parle moins dans le contexte géopolitique agité. Donc c'est ce que Denis disait tout à l'heure. Hein. Il y a quand même des macro-trends aujourd'hui qui poussent à renforcer les perspectives économiques mondiales dans les prochaines années. Et en particulier, c'est le macro-trend de désinflation qui s'est concrétisé. Du côté des États-Unis et de la zone euro, avec une inflation qui est revenue dans la cible des banquiers centraux. Même si on ne va pas se cacher, il y a des incertitudes aujourd'hui du côté des États-Unis avec l'impact potentiel des tarifs douaniers qui pourraient quand même redynamiser cette inflation. Donc c'est pour ça qu'on a une forme de divergence aujourd'hui entre les actions de la Réserve fédérale américaine et de la BCE. Mais néanmoins, globalement, on est plutôt dans un trend positif. Et puis c'est le cas aussi dans le reste du monde émergent. On voit depuis 2023-2024, un trend de désinflation apparaître après le pic post-Covid et post-guerre en Ukraine, y compris dans des marchés qui avaient connu des phases d'hyperinflation comme l'Argentine et la Turquie, qui sont sous le coup de plans de stabilisation assez costauds, avec des impacts qui commencent à se matérialiser en termes de désinflation. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, un trend plutôt positif. Alors, un dernier mot pour parler de l'Europe. Alors, l'Europe, quelle est sa position face à tous ces événements? Finalement, et ce que vous avez représenté sur le graphique de gauche, c'est les estimations d'impact des droits de douane américains pour différents pays européens et à comparer aux États-Unis et à la Chine. L'Europe est loin d'être le continent le plus exposé directement à cette politique commerciale américaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact parfois douloureux pour certains pays, très dépendants du marché américain ou certains secteurs. Mais quand on voit la magnitude au niveau macroéconomique, on parle de potentiellement une perte de quelques dixièmes de points de PIB pour l'Europe si on reste dans des droits de douane au niveau que l'on connaît aujourd'hui. Alors, quelques dixièmes de points de PIB, ce n'est pas non plus une super nouvelle pour l'Europe qui fait 1% de croissance par an. Hein. On va pas se le cacher. Mais néanmoins, c'est une exposition un peu plus limitée que vous voyez, par exemple, pour les États-Unis ou la Chine. Alors, quelle est un petit peu la solution pour l'Europe dans ce contexte? Bon, c'est vrai que ce n'est pas une bonne nouvelle d'avoir un durcissement protectionniste dans un de ses principaux marchés. Et on le sait, l'Europe, ce que vous voyez sur le graphique de droite, dépend beaucoup des exportations. On est une zone, alors c'est pas la même image évidemment en France, mais quand on prend l'Europe dans sa totalité, on est une machine à générer des excédents commerciaux. Et donc, toutes les questions de compétitivité et d'accès aux marchés internationaux sont évidemment très importantes. Mais on peut avoir aussi une autre lecture de ce graphique, des excédents commerciaux européens, qui est tout autant le reflet d'une compétitivité des produits exportés européens, mais aussi d'une faiblesse de la demande intérieure. Et ça aussi, c'est un point important.
En Europe, on a un taux d'épargne record depuis le Covid. C'est l'image exactement inverse des États-Unis. On avait un facteur de 1 à 2 à peu près avant le Covid entre le taux d'épargne européen et le taux d'épargne américain. On est passé d'un facteur de 1 à 4 et l'écart de dynamique entre les deux zones trouve beaucoup sa source là-dedans. Donc la conclusion de tout ça, c'est de se dire finalement les solutions pour l'Europe, c'est ce qui va se passer en termes de stimulation du marché intérieur. Après tout, le marché américain, c'est 3% du PIB européen, donc un peu plus de dynamisme du marché intérieur pourrait largement amortir le choc pour l'Europe. Et alors la bonne nouvelle ici, encore une bonne nouvelle, je les enchaîne pour la fin, c'est que les choses bougent quand même en Europe. Il y a quand même un changement de paradigme, notamment dans les pays qui ont été dits frugaux, c'est en termes notamment de politique budgétaire ces dernières années. Et là, je pense en particulier à ce qui se passe du côté de la relance de l'économie allemande, avec des montants extrêmement significatifs qui sont mis sur la table par la nouvelle coalition allemande et qui promettent un redressement assez significatif des perspectives de croissance pour ce qui est notre principal partenaire commercial. Donc vous avez à gauche ici les prévisions de croissance à peu près standard qu'on avait avant la coalition Merz pour l'Allemagne en termes de croissance de PIB, et en orange et en vert, une version plus ou moins optimiste compte tenu des possibles effets multiplicateurs des plans de relance actuellement mis en place du côté de l'Allemagne en termes d'infrastructures notamment, mais aussi via le relèvement des dépenses de défense. Et vous voyez que c'est de nature à potentiellement significativement, même dans la version pessimiste, relever la croissance allemande. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et plus largement, une politique budgétaire européenne qui devrait ouvrir un petit peu les vannes pour les dépenses dans le secteur de la défense, avec les conséquences que vous voyez sur les valeurs des entreprises de ce secteur. Voilà, et donc je voulais terminer par là pour élargir un peu plus sur finalement c'est quoi aujourd'hui les perspectives de croissance pour l'économie mondiale dans le contexte actuel. Donc ici, je vous ai représenté sur une carte les prévisions moyennes pour les 3 prochaines années. Donc c'est issu des prévisions les plus récentes de la Banque mondiale, 2025-2027. Vous avez pays par pays, donc plus c'est foncé, plus la croissance attendue est importante. Et puis vous avez en résumé sur les différentes zones. Donc si on prend ces chiffres et on les compare aux prévisions de la Banque mondiale d'il y a 6 mois, évidemment, ces prévisions sont en moyenne un peu plus faibles. Néanmoins, la correction des prévisions sur les 6 derniers mois est loin d'être homogène. Et la principale correction, elle se trouve où? Elle se trouve du côté des États-Unis. Vous voyez, qui sortait avec les barres oranges 2023 vers 2024, donc qui sortait d'une dynamique autour de 3% et qui devrait voir cette dynamique à peu près divisée par 2. Donc, encore une fois, on ne parle pas de récession aux États-Unis, mais quand même d'une dynamique qui est attendue relativement entamée. À l'inverse, vous voyez qu'il y a des zones très dynamiques, voire même en accélération. Vous avez la zone Moyen-Orient, Afrique du Nord, alors certes soumis à des risques géopolitiques, mais néanmoins avec des perspectives de croissance j'ai envie de dire structurellement dynamique, avec beaucoup de projets de diversification d'économie, donc des grands plans d'investissement en prévision qui devraient soutenir ces économies, en tout cas un certain nombre d'entre elles. Des dynamiques toujours très solides du côté de l'Asie du Sud, de l'Afrique subsaharienne, malgré une montée du risque souverain. On a toujours des zones très dynamiques. Alors c'est très hétérogène évidemment en Afrique, mais vous voyez à l'ouest et à l'est en particulier. Et puis finalement, l'interrogation aussi avec les États-Unis, c'est l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, évidemment l'impact sur la Chine, qui est attendu négatif de tout ça, et les conséquences potentielles sur l'Asie du Sud-Est, qui sont des économies très dépendantes de l'export, mais aussi du marché américain, puisque première administration Trump, ces pays avaient été plutôt bénéficiaires d'un reroutage
des exportations de la Chine vers les États-Unis vers un schéma plutôt Chine, Asie du Sud-Est, États-Unis. Là, la volonté des Américains de limiter ces effets, donc on verra ce qu'il en est, mais néanmoins, il y a toujours là aussi du potentiel de croissance. Donc je vais terminer là-dessus, sur cette belle carte, voilà, en disant que finalement, il y a de quoi, avec ça, surmonter quelque part l'attentisme qui peut être poussé et stimulé par le contexte géopolitique compliqué qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Bonjour.